Je m'appelle Véronique Servet, je suis psychologue de formation et aujourd'hui j'enseigne l'anthropologie de la communication à l'Université de Liège, en Belgique. J'ai commencé à m'intéresser à la relation aux animaux dès mon mémoire de fin d'études en psychologie, puisque là, sur le conseil d'Albert de Marais, qui était psychiatre et éthologue, et qui s'intéressait au rapprochement entre finalement les maladies mentales, ce qu'il observait en tant que psychiatre, et le comportement des animaux. C'était un pionnier en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychiatrie évolutionniste. Et c'est lui qui m'avait suggéré en fait de m'intéresser au ce qu'on appelait alors les effets thérapeutiques des animaux sur les êtres humains. Et sous sa direction, j'ai fait mon mémoire de fin d'études en psychologie sur une étude exploratoire, ça s'appelait des effets thérapeutiques des animaux de compagnie pour des jeunes filles atteintes d'anorexie, parce qu'il travaillait aussi sur l'anorexie mentale, Albert de Marais. Et puis à ce moment-là aussi, à la fin de mes études, j'étais pas mal influencée, et ça a été une influence vraiment durable dans tout mon travail, par l'école de Palo Alto et en particulier par la pensée de Gregory Bateson, que j'avais découvert grâce à des amis psychologues qui avaient ouvert le centre Gregory Bateson à Liège. Et ça a vraiment, la pensée de Bateson a vraiment été une constante quoi, dans tout mon travail, j'y suis souvent revenue. Mais ma deuxième recherche, qui va être en fait une recherche tout à fait fondamentale pour moi, qui va avoir une importance vraiment cruciale et qui va orienter finalement une grande partie de mon travail ultérieur, ça a été une étude que j'ai faite avec le Delphinarium de Bruges en Belgique et une institution dans laquelle étaient hébergés des enfants autistes. Et c'était une étude sur ce qu'on appelait aussi alors les effets thérapeutiques des dauphins pour des enfants atteints d'autisme. Ça se passait au début des années 90 et il se fait que le Delphinarium de Bruges avait été contacté par des parents d'un enfant autiste qui avaient envie que leur fille aille nager avec des dauphins parce qu'ils avaient eux-mêmes vu un documentaire dans lequel on voyait Patricia St. John travailler avec un adolescent ou une adolescente autiste, je ne me souviens plus, et des dauphins. Et c'était vraiment un documentaire extrêmement touchant et on voyait les progrès fabuleux que faisait cet enfant et on avait un peu l'impression que les dauphins faisaient des miracles, quoi. Et donc les parents de cet enfant avaient vu ça et suite à ça, ils avaient contacté le Delphinarium de Bruges parce qu'ils avaient très envie évidemment que leur fille puisse bénéficier de ce type de thérapie. Et le Delphinarium était un peu mitigé et il voulait bien, mais à condition que ça soit une étude scientifique. Et donc à ce moment-là, ils ont fait appel à moi pour superviser, finalement, mettre en place une étude scientifique autour de ces rencontres entre cette petite fille et leur dauphin. Et c'est devenu en fait mon travail de thèse. Alors donc j'étais psychologue. Et donc mon idée, ça a été de mettre en place une étude expérimentale rigoureuse pour tester l'effet thérapeutique des dauphins sur les enfants atteints d'autisme. Aussi dans un contexte, et le contexte est important je crois, dans un contexte où, à l'époque comme aujourd'hui, on entendait beaucoup de choses sur des dauphins miraculeux, quoi, qui produisaient des guérisons miraculeuses ici ou là. Enfin, il y avait pas mal de discours qui circulaient. Et moi, j'étais là-dedans et j'étais un peu animée, j'étais jeune, et j'étais aussi un peu animée du désir de « ok, on va mettre en place une étude expérimentale et on va savoir ce qu'il en est, quoi. On va dire le vrai, finalement, de cette histoire, pour savoir si vraiment les dauphins ont un effet thérapeutique sur les enfants atteints d'autisme. » Donc on a mis en place quelque chose d'assez rigoureux, avec groupe contrôle, groupe expérimental, des mesures de l'effet des dauphins sur l'apprentissage. C'est une étude qui a duré 4 ans, donc ça a été quelque chose d'assez long. Et les résultats ont été très inattendus et ont été surprenants pour moi comme pour l'équipe finalement, puisqu'on a abouti à quelque chose d'un peu contradictoire, dans le sens où on a fait une première expérience qui a duré 2 ans, où les résultats ont été très positifs, c'est-à-dire que les enfants ont tous fait
du groupe Dauphin ont tous fait d'énormes progrès. Et puis on a répété l'expérience selon le même protocole. Et puis là, on a eu des résultats tout à fait non significatifs, où les enfants du groupe Dauphin n'ont pas du tout fait de meilleurs apprentissages que les enfants des autres groupes. Alors que pour l'équipe, c'est-à-dire le delphinarium et puis l'institution, l'histoire était close. Pour eux, on avait finalement démontré que ben non, les dauphins n'étaient pas magiques, ils n'avaient pas d'effet magique sur les enfants. Moi, ça n'allait pas, enfin, je n'étais pas tout à fait satisfaite avec ce résultat ou cette conclusion-là, dans le sens où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a marché une fois et pas la deuxième? Pourquoi est-ce que dans un cas, on a des résultats très positifs et dans l'autre, on n'a pas de résultats significatifs? Et donc j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi, et il s'est avéré que finalement, la meilleure explication à toute cette histoire, c'était que ce qui avait changé entre les deux situations, c'était la relation des expérimentateurs, c'est-à-dire nous, aux enfants, à l'objet d'étude finalement. Et que on pouvait comprendre tout ça quand on prenait en compte la relation observateur-observé. Pour dire les choses vite, il s'est avéré que la deuxième année, on a beaucoup plus standardisé les choses, on a beaucoup plus été... alors que la première année, on ne savait pas exactement comment on allait procéder, on tâtonnait un peu, donc on était dans une relation beaucoup plus de questionnement par rapport aux enfants. La deuxième année, on avait un peu toutes nos réponses finalement, on savait ce qu'on voulait faire et on savait ce qu'on voulait mesurer et on a beaucoup plus standardisé les choses. Et dans ce cas-là, ce qu'on voyait, c'est que l'effet thérapeutique, c'est-à-dire ce qu'on voulait mesurer, disparaissait, quoi, d'une certaine façon. Et que donc la conclusion de cette étude, c'était notamment que, ben, ma foi, tout l'appareillage qu'on avait mis en place pour mesurer cet effet thérapeutique faisait disparaître ce qu'on voulait mesurer. Et ça a été intéressant parce qu'on pouvait le voir. Dans ma thèse, j'ai passé beaucoup de temps à analyser comment ça se passait, quoi, finalement. Concrètement, comment est-ce qu'on avait fait pour faire disparaître cet effet thérapeutique, quoi. Et ça a joué un rôle important pour moi parce que d'une part, je voyais que cette méthode expérimentale, en fait, n'était pas du tout neutre. Puisqu'elle avait un impact très très fort sur le réel qu'on voulait étudier, et que donc la neutralité en elle-même provoquait quelque chose, quoi, que cet effet thérapeutique disparaissait, et que donc il fallait changer de paradigme, quoi, d'une certaine façon. Et ça a aussi été la raison pour laquelle j'ai quitté aussi le domaine de la psychologie pour passer à quelque chose qui m'apparaissait une discipline qui m'apparaissait beaucoup plus respectueuse de ce qu'elle souhaitait observer, c'est-à-dire l'ethnographie ou l'anthropologie. À partir de ce moment où finalement où il était évident que le point de vue psychologique, et surtout peut-être expérimental, mais que ce point de vue psychologique qui s'intéressait uniquement à la relation entre l'enfant et le dauphin et qui ignorait finalement tout le contexte. Donc à partir du moment où il était devenu évident que ce point de vue-là était trop partial et qu'il était trop limité, mais aussi il induisait beaucoup les choses, il avait un impact très important sur finalement le réel lui-même, mais il fallait prendre de la distance, il fallait regarder les choses de plus loin. Et donc, c'était ce qui m'apparaissait comme la démarche anthropologique ou ethnographique qui m'apparaissait la plus intéressante, la plus évidente. Et donc, l'intérêt de cette démarche anthropologique, il est multiple, évidemment, par rapport à la démarche que j'avais auparavant, mais c'est notamment qui va pouvoir permettre d'étudier les interactions entre les humains et les animaux, mais sous tous leurs aspects, et en contexte, et en situation. Et finalement, tenir compte de la situation et de la situation interactive pour comprendre ce qui se passe, notamment dans la tête des gens. Parce que c'était aussi une des limitations, quelque chose qui me gênait avec la psychologie,
vu que j'avais quand même été formée à l'approche interactionnelle de Palo Alto et à l'école de Bateson, c'est que je trouvais que ça restait trop limité à ce qui se passait à l'intérieur de l'esprit, finalement, à l'intérieur de la tête, comme si tout se jouait là, et comme si la situation ne comptait pas, quoi. Et donc je me suis intéressée après à une situation d'interaction assez banale, finalement, qui est celle des visiteurs de zoo, et dans leur relation à des primates en captivité. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était l'anthropomorphisme. J'ai eu à un moment donné toute une phase où je me suis beaucoup intéressée à cette histoire de l'anthropomorphisme parce que ça me posait vraiment problème, et j'essayais de trouver des solutions puisque je voyais bien que l'anthropomorphisme était problématique, mais que le refus de l'anthropomorphisme l'était tout autant, et donc j'essayais de trouver un peu des voies alternatives à ces deux impasses. Donc je me suis dit, bon, on va étudier l'anthropomorphisme en situation, finalement. Et on va s'intéresser je vais m'intéresser à ce que font les visiteurs de zoo quand ils se retrouvent face à des primates au zoo. Et comment ça se passe, cet anthropomorphisme, quand ils sont dans cette situation. Mais c'était intéressant parce que ça permettait aussi de tenir compte du dispositif, c'est-à-dire du contexte du zoo, pour comprendre ce qui était en train de se passer pour les gens, quoi. Donc ça passait par une étude de la situation, de mise en relation de ces deux êtres, l'humain, le visiteur et l'animal. L'humain qui arrive avec tout son passé, toute sa culture, toutes ses connaissances, des primates, tous ces fantasmes, les films qu'il a vus, enfin, il arrive au zoo avec tout ça. Finalement, le zoo lui offre un dispositif de rencontre qui est la cage, et puis il y a le primate captif qui est là avec sa vie à lui aussi, et puis les deux se trouvent face à face, quoi. Et donc le point de vue anthropologique permettait finalement, lui, d'avoir ce plan large, quoi, sur ce qui était en train de se passer, et d'étudier cette histoire d'imputation de qualité mentale à des animaux dans cette situation globale, et de mettre ça en relation avec cette situation globale. Et ça, c'est évidemment un grand plus par rapport à une approche psychologique qui va peut-être s'intéresser uniquement à la personne, et en oubliant que une grande partie de ce qui se passe ici et maintenant est liée à la situation interactive, quoi, et pas uniquement à ce qu'est la personne dans son essence ou que sais-je. Ce qu'on observe aux zoos, ce que j'ai observé aux zoos, donc ce que j'ai fait, c'est je me suis mêlée aux visiteurs et j'ai enregistré leur discours. Et puis j'ai analysé ces discours. Et avec aussi des informations sur la situation dans laquelle les discours étaient prononcés. Et alors ce qu'il y a d'intéressant aux zoos, si on commence à prêter attention à ce que les gens disent, c'est que les gens disent des tas de choses complètement absurdes et stupides d'une certaine façon sur les animaux. Donc par exemple, devant la cage des primates, on entendait des choses du genre « Ah ben tiens, il fait un discours, oh ben tiens, regarde, elle a pris son sac à main, oh ben tiens, il joue aux cartes, ou elle fait la vaisselle », ou des choses comme ça. Alors on peut dire « Ah, oh, les gens sont vraiment cons, enfin, ils disent n'importe quoi ». Évidemment, on peut envisager les choses comme ça, mais ce qui m'a semblé intéressant de signaler tout de même, c'est que en fait, ça signalait probablement que les visiteurs ont très peu de moyens de se relier aux animaux, en fait, qu'ils voient dans le zoo. Finalement, qu'est-ce qu'ils en savent de ces animaux-là? Ils savent, en général, ils regardent le nom, un orang-outan, et d'où il vient, de Bornéo. Ensuite, vous avez plein de questions sur qu'est-ce qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose, c'est une sorte d'obsession, voire d'angoisse, en fait, des visiteurs de zoo. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet animal? Et la plupart du temps, les gens ne savent pas ce que fait l'animal. C'est-à-dire qu'ils ont très peu d'informations sur la vie normale de cet animal. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui joue, c'est que la façon dont les animaux sont présentés. Moi, j'ai travaillé au Jardin des Plantes, donc c'est un zoo urbain, où les animaux ne sont quand même pas présentés dans un milieu naturel. Ils ont très peu l'occasion d'exercer leur comportement, on va dire, naturel.
c'est-à-dire ouais, ce qu'ils feraient dans une vie normale, dans leur milieu d'évolution, je dirais. Et donc, les gens sont face aux animaux, dans une sorte de face-à-face comme ça, un peu énigmatique et troublant, en fait. Et dans ce face-à-face énigmatique et troublant, ils ont cette angoisse de savoir ce que fait l'animal. Mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Et comme ils n'ont pas de réponse, parce qu'en fait, ils n'en savent rien, si, on peut dire ils sautent, ils courent, mais au-delà de ça, c'est vraiment une grande interrogation. Et bien finalement, il y a une sorte de recours massif à l'imaginaire qui survient. Et donc on trouve ces discours extrêmement métaphoriques, extrêmement peut-être délirants d'une certaine façon, du genre il joue aux cartes, elle fait la vaisselle, etc. qui viennent apporter un petit peu un cadre à travers lequel pouvoir se relier aux animaux et qui permettent d'une certaine façon de les rendre pertinents pour soi. Parce que finalement la difficulté c'est que quand on est face à un animal au zoo, comment le relier à soi, comment le rendre pertinent, comment le faire entrer dans son histoire, comment donner du sens, c'est problématique en réalité. Et donc, ce qui m'est apparu avec cette étude-là sur les zoos, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était ça en fait, c'était qu'il y avait ce recours massif à l'anthropomorphisme, mais que finalement c'était probablement parce que aussi il y avait, ça venait prendre la place, hein, ça venait permettre aux gens d'être en lien avec les animaux, de les rendre pertinents. Et je pense qu'on peut mettre ça en relation avec, opposer ça, on va dire, à l'empathie. Pour moi, les deux sont vraiment assez différents. Et je crois que l'anthropomorphisme est favorisé par ce face-à-face, en fait, avec l'animal. Un animal qui est, on va dire, seul dans une cage et qui n'a pas autour de lui un environnement qui est son environnement évolutif. Et que du coup, il est extrêmement difficile pour les visiteurs de comprendre le sens de ce que fait l'animal, les comportements. C'est ce que Heidegger, donc le psychologue et directeur de zoo, hein, qui écrivait dans les années 50, disait on a affaire souvent à des animaux objets qui ne sont pas des animaux sujets. Il faisait cette distinction entre les animaux sujets et les animaux objets. Et je crois qu'en effet, l'anthropomorphisme va être beaucoup favorisé par ces animaux objets, mais que si on arrive à avoir plutôt des animaux sujets, c'est-à-dire qu'on peut voir les animaux en tant que sujets dans leur environnement, dans un environnement qui compte pour eux, avec lequel ils sont capables de se relier, et que le visiteur a la possibilité de percevoir ces relations, c'est-à-dire de percevoir comment cet animal se relie à son environnement, là on est plutôt on est plus du côté de l'empathie que du côté de l'anthropomorphisme. Donc là, on voit que le dispositif, finalement, de présentation des animaux, de la façon dont tout simplement la rencontre est organisée, même sur le plan matériel, quoi, va influencer, en fait, cette imputation de qualité mentale et cet anthropomorphisme. Et on pourrait dire que, finalement, il y a des moments, alors qui sont intéressants aussi aux zoos, qui sont des moments d'intense jubilation, où les visiteurs, vous voyez, ils sont ravis, mais vraiment dans le ravissement, c'est quand le singe fait le singe, ou le lion fait le lion. C'est-à-dire que finalement, l'animal, il le fait pas délibérément, mais que l'animal entre dans le rôle qu'on veut bien lui donner donc quand le lion rugit, ou quand le singe fait des cabrioles, ou quand le singe imite, donc qui fait le singe, à ce moment-là, les gens sont absolument ravis parce que l'animal vient finalement combler, d'une certaine façon, une attente qui est là. Et c'est quasi magique, quoi. Donc là, on a des moments très très intenses et très particuliers. Mais sinon, en fait, ce que j'ai vu moi au zoo, c'est beaucoup de... Alors il y a de l'angoisse du côté des enfants, mais aussi beaucoup une forme d'inquiétude, quoi, de la part des visiteurs, d'incertitude, d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est qui est dû au fait qu'ils savent, je pense qu'on ne sait pas comment se relier aux animaux. À partir de cette expérience du zoo, on voit bien qu'on a d'une certaine façon une rencontre qui échoue,
Et je crois qu'on peut vraiment se poser la question de la vocation pédagogique du zoo, parce que qu'est-ce qu'on donne, enfin, quel est l'animal que les visiteurs peuvent rencontrer dans ces conditions-là? Je crois qu'ils peuvent rencontrer un animal fantasmé, un animal mis en scène, un animal... mais qui peuvent pas, enfin, c'est quasi impossible, ou en tout cas extrêmement difficile de rencontrer un animal, finalement. Et donc je me suis de plus en plus intéressée à cette question de la rencontre avec les animaux, et qu'est-ce que c'est que rencontrer un animal, et quelles sont les conditions d'une rencontre. Et j'ai été amenée à m'y intéresser de près, parce que j'ai d'une certaine façon été poursuivie par quelque chose qui était présent dès le travail que j'avais fait avec les enfants autistes et les dauphins, mais que j'avais un peu mis de côté parce que je ne savais pas trop comment m'en occuper, ou je ne savais pas trop comment faire face à ça, et donc je l'avais laissé de côté. C'était en fait toute une série de gens qui étaient venus me voir pour me parler de leur rencontre avec des dauphins. Et souvent, et j'avais aussi trouvé, j'avais un peu fréquenté ce milieu, en fait, le milieu des associations de défense ou de protection des mammifères marins, mais qui sont en même temps un peu un milieu un peu New Age, où on célèbre la conscience des cétacés, où on croit à la télépathie. Enfin, c'était un milieu un peu étranger pour moi, auquel je me suis intéressée à un moment, mais je ne m'y sentais pas très à l'aise, parce que c'était pas tout à fait mon milieu à moi, et je ne savais pas trop comment prendre tout ça, finalement. Qu'est-ce que je devais faire avec ces histoires de rencontres qui avaient des allures d'expériences mystiques. Donc les gens rapportaient vraiment des histoires, ils disaient, ben voilà, j'ai été transformée par le dauphin. Il m'a regardée et j'étais plus le même. Ce jour-là, ça a changé ma vie, enfin, des choses comme ça. Et puis aussi avec souvent des récits de communication télépathique. Donc je lui ai demandé quel était le sens de notre rencontre, et il m'a été répondu que, donc sous-entendu le dauphin m'a répondu que. Donc. Et puis des témoignages comme il comprenait tout de moi, il comprenait tout de mes intentions, je comprenais tout de lui, donc le sentiment d'une fusion. Donc beaucoup de choses là, donc je ne savais pas exactement, je ne savais pas trop quoi faire, parce que alors, quand j'en parlais autour de moi, il y avait deux types de réactions. Il y avait des psychologues qui me disaient oui, mais soit c'est de l'anthropomorphisme, donc, ou soit oui, mais les gens croient que, donc ils croient que le dauphin veut leur parler, donc ça leur arrive. Donc une sorte d'effet d'attente comme ça, massif. Oui, mais c'est parce qu'ils y croient. Et donc la croyance qui venait un peu tout expliquer comme ça. Et puis d'autre part, alors un point de vue anthropologique plus classique, où l'idée aurait été d'étudier ces rencontres un peu comme on étudie des rituels au loin, quoi, mais sans en tirer des implications finalement pour soi, et sans en tirer des implications pour ce qui est des dauphins et ce qui est de l'humain, je dirais. C'est-à-dire que moi j'aurais pu étudier, je ne sais pas moi, les systèmes de rencontres et de croyances qui entouraient ces expériences-là, comme on aurait étudié un rituel lointain, et après on rentre chez soi et puis on passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire sans essayer d'expliquer finalement qu'est-ce qui se passe, quoi, et pourquoi est-ce que ça se passe, comment ça se passe, cette chose-là, quoi. Or moi c'était ça qui m'intéressait en fait. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est comment est-ce que ça arrive, quoi. Comment ça se fait que des gens peuvent avoir ce vécu-là, finalement. Donc, ce qu'il fallait, c'était prendre les gens au sérieux, et c'était déjà pas évident, parce que tout m'engageait à ne pas le faire. Mes collègues, mais enfin, c'était sulfureux, quoi. Enfin, vous pouviez étudier des croyances, c'était des Amérindiens, tout ça, c'était très très bien, mais dès qu'il s'agissait de vos voisins, ou des je sais pas, des Belges ou des Bruxellois qui allaient rencontrer des dauphins, tout à coup, c'était beaucoup moins bien, quoi.
Et donc il fallait prendre ces gens au sérieux et puis essayer de finalement comprendre ce qui se passait, quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec un collègue qui est un spécialiste des rituels de possession, des transes de possession dans le candomblé brésilien, Arnaud Alois de l'université de Nice. Et en fait, on avait discuté un petit peu tous les deux, moi de mes gens qui avaient rencontré des dauphins et lui de ses possédés. Et en parlant comme ça un peu à bâton rompu, on s'était dit, mais au fond, il y a des convergences, il y a des ressemblances dans les deux situations. Et à partir de cette observation-là, on a commencé à examiner les choses de façon plus systématique et à essayer de voir ce qu'il y avait en commun finalement entre les deux situations. Et on est arrivé à la notion d'enchantement, en fait, qui nous permettait à la fois de voir ce qu'il y avait de commun entre mes situations et ces situations, entre ces possédés et puis mes gens qui rencontraient et qui parlaient avec des dauphins. Et puis surtout, on avait tous les deux la même volonté ou le même désir de comprendre, d'expliquer en fait comment est-ce que quelque chose comme ça peut arriver, quoi. Donc d'expliquer et de comprendre le vécu de ces personnes. Et c'est comme ça qu'on a progressivement élaboré un petit peu toute une réflexion sur ce qu'on a appelé alors des dispositifs d'enchantement. Alors ces dispositifs d'enchantement, bon, on a écrit un gros papier dans Ethos là-dessus, on y a beaucoup travaillé en fait là-dessus, on a mis 3 ans pour... bon, pas à temps plein évidemment, mais on a vraiment travaillé longtemps là-dessus. Parce que ce qu'on voulait comprendre, c'est que ces expériences d'enchantement, elles n'arrivent pas juste comme ça, par hasard. Ça, c'était notre principe de départ, c'est qu'elles n'arrivent pas juste par hasard. C'est qu'elles n'arrivent pas simplement parce que les gens y croient. C'est pas juste parce que les gens y croient qu'elles surviennent, parce qu'il y a des tas de gens qui y croient auxquels ça n'arrive pas. Ils vont rencontrer des dauphins dans l'espoir de vivre quelque chose comme ça, et puis il ne se passe rien. Donc il ne suffit pas d'y croire pour que ça arrive. Et puis, mais tout de même, elles arrivent d'une façon plus fréquente que simplement... comment est-ce que ce à quoi on pourrait s'attendre si c'était juste par hasard. Enfin, je ne suis pas très claire là, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Je vais prendre l'exemple de la possession, ça sera peut-être plus clair. C'est que l'expérience de possession... Dans le rituel du candomblé, elle est très fréquente. Et les gens apprennent d'une certaine façon à devenir possédés. Mais il ne suffit pas, encore une fois, de le vouloir pour devenir possédé. Donc l'idée, c'est qu'il y a tout un dispositif en fait, qui est mis en place et qui va favoriser la survenue de l'expérience de la possession. Et l'idée, c'était que c'était un peu la même chose avec les dauphins. C'est de comprendre quel est ce dispositif qui est mis en place et comment fonctionne-t-il, et ce dispositif qui est mis en place et qui va rendre l'expérience d'enchantement plus probable qu'elle ne serait normalement s'il n'y avait pas ce dispositif. Parce qu'elle peut survenir en l'absence de dispositif. Des fois, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de dauphins ou qui ne sont pas spécialement entrés dans ce type de dispositif que je peux décrire dans un instant, et qui vivent une expérience d'enchantement. Ça peut arriver comme ça, sans préparation, entre guillemets. Mais c'est quand même beaucoup plus probable quand il y a une forme de préparation. Alors comment est-ce qu'on l'a conçu, ce dispositif? Parce que dans notre esprit, c'était évident que c'était un truc culturel aussi, c'était un dispositif culturel. Et donc comment est-ce qu'on l'a compris? Comment est-ce qu'on a compris que ça fonctionnait? En fait, l'idée, c'est qu'il est en 3 phases. Une phase de ce qu'on a appelé préparation de l'imaginaire ou déverrouillage de l'imaginaire. C'est ce qui se passe avant la rencontre. Et puis la deuxième phase, c'est la rencontre elle-même, et avec toute sa dimension d'expérience non ordinaire, mais aussi toute une série de caractéristiques. Et puis il y a une troisième phase qui est extrêmement importante, qui est celle de la reconnaissance sociale. Parce qu'en fait, si vous vivez une expérience dauphin, ou qu'il vous arrive quelque chose de tout à fait particulier, que vous allez rencontrer un dauphin, mais que vous ne pouvez pas le faire valider, en fait,
on ne peut pas avoir des gens qui vont vous dire « oui, oui, tu as bien vécu une rencontre dauphin, c'est bien ça qui t'est arrivé », ça peut être quelque chose d'extrêmement dévastateur, en fait, d'extrêmement déstructurant, d'extrêmement perturbant, parce que c'est une expérience qui est hors du commun, qui est non ordinaire, et on ne sait pas quoi en faire. Donc cet espace, ce moment de la validation sociale, il est très, très, très important. Et donc, ce dispositif, c'est un peu comme on l'a conçu, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est quelque chose qui va mettre en relation un imaginaire qui a été préparé culturellement par toute une série de lectures qu'on peut faire sur les dauphins, toute une série de témoignages qu'on lit déjà, de gens auxquels c'est arrivé. On a une sorte de déverrouillage de l'imaginaire. Tout à coup, ce qui compte, je crois, ici, dans le cadre des rencontres avec les dauphins, c'est qu'on met en doute notre savoir banal sur ce que sont les dauphins. Notre savoir banal sur ce que sont les dauphins, c'est que ce sont des animaux. Donc, avec lesquels des êtres dépourvus de... Enfin, toute la panoplie des choses dont les animaux sont supposés être dépourvus d'intention, dépourvus de conscience, dépourvus de... etc. Hein. Même si je sais qu'aujourd'hui, on tend à montrer que non, ils peuvent avoir une conscience, etc. En fait, culturellement, globalement, on voit bien que les animaux sont quand même encore conçus comme n'ayant pas tout ça, étant extérieurs finalement à la sphère, complètement extérieurs à la sphère humaine. Et alors, à la lecture de toutes ces histoires qu'on rencontre sur le net, des dauphins qui sauvent des naufragés, ou des gens qui ont vécu des expériences comme ça, il peut y avoir une petite ouverture, un doute qui s'installe. Mais au fond, qui sont vraiment les dauphins? Et on n'en sait rien, en réalité. On ne sait pas ce qu'ils sont. Et donc, ça, c'est ce qu'on a appelé le déverrouillage de l'imaginaire. Et ces dispositifs, ils vont mettre en relation un imaginaire avec des émotions, avec des sensations corporelles, inhabituelles, etc. Qui vont faire que, tout à coup, il y a des nouvelles significations qui vont émerger de la rencontre. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces rencontres, elles transforment les gens, en fait. Les gens sont plus pareils après de ce qu'ils étaient avant. Ils sont transformés. Donc, il y a bien du nouveau qui est créé. Il y a de la créativité, là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et donc, tout le truc, c'était aussi de se dire, mais en fait, comment ça se fait qu'une rencontre avec un animal peut transformer les gens? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'il faut que l'animal soit sauvage pour avoir une expérience d'enchantement? Est-ce qu'on peut avoir une expérience d'enchantement avec n'importe quel animal? Ce qu'on a observé, nous, ce qu'on a mis en évidence dans le travail qu'on a fait avec Arnaud Alloy, c'est qu'il y a quand même des particularités de l'expérience qui sont nécessaires. Et parmi celles-ci, il y a quelque chose qui me paraît à moi très important, c'est ce qu'un anthropologue de l'art a appelé l'opacité cognitive. C'est-à-dire que dans ces rencontres avec les dauphins, c'est pas juste, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas juste des rencontres sympas, quoi. Parce que des rencontres sympas, tout le monde en a, hein, avec des dauphins, avec des tas d'animaux, tout le monde a des rencontres sympas. Ici, il y a vraiment autre chose, quoi. Il y a une expérience non ordinaire, hein. Il y a un état un peu de transe, il y a une altération de la perception du temps, de la perception de l'espace, de la perception sensorielle. Il y a une communication transparente avec le dauphin. Je vois, je comprends tout ce qu'il fait. Tout à coup, son comportement m'est transparent. Donc, j'entre vraiment dans une dimension différente, finalement. Donc, c'est en ça que c'est des expériences enchantées et d'enchantement. Alors, ce qui nous est apparu comme étant un élément important, en fait, un ingrédient essentiel de ces rencontres-là, c'est cette fameuse opacité cognitive. C'est-à-dire que la personne se trouve dans l'eau, en pleine mer. Déjà, elle a une altération de son schéma corporel. Toutes les informations qui lui viennent de ses sens sont modifiées. Elle a un peu peur. Elle n'est pas... parce que le bateau, il est là, enfin, il est un peu loin éventuellement. Et tout à coup, un dauphin ou plusieurs dauphins arrivent. Ils arrivent, ils s'approchent et ils ont un contact visuel, souvent aussi, parfois assez proche, donc quelque chose de très intime tout à coup, à travers ce contact visuel.
Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce contact visuel notamment, mais toute la situation entraîne une intensité émotionnelle très très forte. Alors les gens parlent d'amour infini, de tomber amoureux, donc lié en partie à ce contact visuel et puis aussi au sourire du dauphin probablement. Enfin. Mais d'une certaine façon, je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est que c'est incompréhensible. C'est-à-dire que les voies de la symbolisation normale sont bloquées. C'est pas possible de comprendre ce qui arrive dans un moment comme celui-là, en fait. Qu'est-ce qu'un dauphin vient faire, vient me voir comme ça, s'approcher de moi? D'une certaine façon, ça n'a pas de sens, je crois. Enfin, et c'est ça que, dans un autre contexte, Gell appelait l'opacité cognitive, notion qu'on a reprise et qui nous paraît vraiment importante. C'est le cas aussi dans les transes de possession. C'est-à-dire que ça ne peut pas se symboliser facilement. Il n'y a pas une explication simple, évidente qui peut arriver. En fait, il n'y en a pas, quoi, d'une certaine façon. Et je pense que cette expérience-là et cette opacité cognitive fait que finalement, il y a d'autres... la personne va devenir attentive, il va y avoir un changement du registre de l'attention, en fait. La personne va devenir attentive à d'autres indices auxquels elle n'était pas nécessairement attentive auparavant, des indices perceptifs qui sont portés par le dauphin, qui sont présents dans la situation. Et elle va donner, ça va lui donner la possibilité aussi de donner un sens nouveau, finalement, à ce qui est en train de se passer, le fait qu'elle est attentive à d'autres indices perceptifs. Et le fait qu'il y ait cette opacité cognitive qui fait qu'elle ne peut pas symboliser aisément ou facilement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir une expérience d'enchantement avec une souris. Si je suis visitée par une souris qui fait quelque chose de totalement inhabituel, si je suis moi-même peut-être dans une situation émotionnelle inhabituelle, ou que je viens d'être secouée parce que j'ai appris une nouvelle... je ne sais pas, bonne ou mauvaise, et que tout à coup, il y a un animal qui survient, qui a un comportement bizarre, inhabituel, qui s'approche beaucoup plus que d'habitude, ou qui vient même, je ne sais pas, un oiseau qui s'approche très près. On peut avoir une expérience d'enchantement dans un contexte comme celui-là, en fait. Parce qu'on a, dans les deux cas, on a cette opacité cognitive qui est une situation à laquelle on ne peut pas donner sens. Et du coup, on a ce changement du registre attentionnel qui fait qu'on passe dans un autre registre d'expérience, quoi, finalement. Et alors l'animal peut se mettre à nous parler, enfin, je veux dire, on peut commencer à entendre. C'est une situation dans laquelle on peut commencer à entendre l'animal qui nous parle et qui nous dit des choses sur nous. On est vraiment dans un autre type de relation complètement différent avec les animaux qui nous est très étranger et pour lequel on n'a pas vraiment une tradition culturelle, mais où dans d'autres ailleurs, dans d'autres populations, tout ça est très familier et a fait l'objet de savoirs culturels, traditionnels. Enfin, mais pour nous, ça nous est assez étranger. Du coup, on a beaucoup de mal à le raconter. Tous ces gens qui ont vécu des expériences dauphins ont beaucoup de peine à raconter ce qui leur est arrivé, qu'ils ont peur de passer pour des fous. Donc ils utilisent souvent le « comme si ». C'était comme si le dauphin faisait ceci, comme si le dauphin faisait cela. Mais si ça vous arrive avec une souris, qu'allez-vous faire? Enfin, une souris ou un autre animal, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette expérience-là? Je pense qu'on va la mettre dans une petite parenthèse et on va la garder comme un truc, une parenthèse. Alors, ces expériences de rencontre avec des dauphins, au fond, on peut dire que c'est des expériences sauvages, ou des expériences du sauvage, mais aussi des expériences sauvages dans la mesure où, souvent, on ne sait pas trop quoi en faire, quoi, comme je disais. Et alors, comment ça nous transforme et qu'est-ce qui se passe finalement? Alors, je crois que le point crucial ou le point important là-dedans, c'est qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne peut pas domestiquer facilement, qui n'est pas familier. Et donc pour l'appréhender, on
on est obligé d'être différent. On est obligé de lâcher prise. Alors le mot est un peu galvaudé, mais... Et finalement, ce qui va se passer, c'est que, dans mes histoires de dauphins, c'est que l'attention ne sera plus dirigée par une intention, c'est-à-dire que je ne vais plus être attentif à ce que je veux regarder, etc. Mais finalement, l'attention va être dirigée par des éléments de la situation extérieure. Et du coup, les choses vont se reconfigurer. Et ma façon de voir va changer avec tout ce que j'ai dit en termes d'émotion et en termes de l'impression du temps qui passe, etc. Donc ça c'est l'enchantement. Mais ça veut dire qu'après, qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire de cette expérience qui leur échappe, quoi, qui leur échappe de bout en bout. Ça échappe à leur raison, ça leur échappe parce que ça survient d'une façon, même s'ils s'y attendent, même s'ils le souhaitent, quand ça arrive, c'est toujours inattendu. Forcément, c'est toujours une surprise. Belin, un auteur qu'on a pas mal utilisé, parle de promesse de surprise. Donc, même si on s'y attend, même si on le veut, au moment où ça arrive, on est surpris et on est enchanté, d'une certaine façon. Donc, ça nous échappe. Avant, pendant et après, d'une certaine façon, ça nous arrive, mais ça nous échappe. Et donc, comment est-ce que ça transforme les gens? Alors, ce qu'on voit dans le cas des dauphins, c'est que ça change leur rapport à eux-mêmes, et parfois ça peut être vraiment thérapeutique, dans le sens où ils vont se réconcilier avec une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient ignorée ou dont ils n'avaient pas conscience, ou que sais-je. Enfin, chaque histoire individuelle est différente, mais ça va changer leur rapport à eux-mêmes. Ça peut changer leur rapport au vivant et leur place dans le monde vivant, c'est-à-dire que cette expérience-là qu'ils ont faite avec un dauphin fait qu'ils ne vont plus du tout pouvoir... c'est même pouvoir concevoir le rapport à l'animal de la même façon. Et c'est même, je crois, la place de l'humain ou de l'homme dans la nature qui va changer. Même les définitions de l'animal et les définitions de l'humain vont être modifiées, en fait. Et donc, c'est souvent des changements qui sont assez... des transformations qui sont assez profondes. Hein. C'est pas quelque chose de... C'est pas juste « oh, bah, c'était bien sympa, on revient, on est content », quoi. Non, ça met en question et ça met les gens en contact avec des parties d'eux-mêmes, quelquefois qu'ils avaient oubliées ou négligées, etc. Et ça fait bouger les choses, quoi. Ça ouvre des nouvelles choses, ça fait bouger les choses. C'est un petit peu, je crois qu'ici on peut faire le lien avec ce que Harold Searle, qui est un psychanalyste, qui a été un des tout premiers à s'intéresser au rapport à ce qu'il appelait le non-humain à ce moment-là. Il rappelait que le contact avec le non-humain, c'est-à-dire à la fois le minéral, mais aussi le végétal et aussi les animaux, dans certaines conditions, et précisément dans les conditions où ça nous échappe, permet d'opérer aussi des transformations de l'individu. Et ça fait le lien avec la dimension plus thérapeutique alors. Une fois qu'on a vu à quel point des expériences comme celle-là, comme les expériences d'enchantement, pouvaient transformer des gens, et encore une fois, hein, ce n'est pas qu'avec les dauphins, mais ça peut se passer dans beaucoup de situations, avec beaucoup d'animaux différents, je crois qu'à ce moment-là, ça ouvre des nouvelles perspectives sur les dimensions thérapeutiques du travail avec les animaux. Et c'est amusant parce qu'après avoir un peu abandonné ce domaine-là pendant assez longtemps, alors que ça avait été mon premier centre d'intérêt, finalement, je suis en train d'y revenir un petit peu et d'essayer de concevoir, finalement, grâce à tout ce travail, notamment sur les expériences d'enchantement, comment on peut comprendre ce travail thérapeutique qu'on peut faire avec les animaux. Et là aussi, la notion de rencontre, elle est très importante, en fait. Et je crois qu'on se situe vraiment complètement à l'opposé de tous les discours sur les effets et les usages thérapeutiques des animaux. Ce n'est pas du tout les animaux qui ont un effet thérapeutique sur les gens, mais c'est toujours une histoire de rencontre, en fait. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec les animaux, quand on les introduit dans un dispositif thérapeutique, c'est que c'est leur altérité,
d'abord. C'est ce qui échappe précisément, c'est les écarts qu'ils induisent. C'est ce trouble qu'ils amènent, même si ce sont des animaux de compagnie auxquels on est habitué. Je crois que toute présence animale est toujours susceptible d'amener ce trouble dont je parlais tout à l'heure à propos des rencontres en zoo, c'est-à-dire cette incertitude, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai en face de moi? On n'est jamais certain, quoi. Enfin, on n'en sait rien en réalité de qui sont les animaux, en fait. Donc, je crois qu'ils amènent toujours un peu cette dimension de trouble et d'incertitude avec eux. Et c'est important de la conserver, cette dimension de trouble et d'incertitude, parce que c'est elle qui fait un peu bouger les choses, quoi. Si l'animal est juste là, enfin si, ça peut être sympa, quoi. On peut amener un chien, faire plaisir aux gens, ou c'est sympa. Mais ce n'est pas spécialement thérapeutique, ça n'amène pas spécialement de transformation. Je crois que pour qu'il y ait cette transformation possible, hein, ça n'arrive pas toujours, et qu'un travail véritablement thérapeutique puisse se mettre en route ou s'amorcer, ben, c'est important qu'il y ait ces écarts, qu'il y ait ces décalages dans l'expérience, dans la perception, et qu'il y ait un peu une sorte le mot est peut-être un petit peu fort, mais de désintégration de l'expérience. Je crois que ce que les animaux apportent, et peut-être leur dimension sauvage, ou en tout cas non domestiquée ou non domestique, c'est qu'on ne peut pas les saisir facilement, quoi. Si on peut projeter de façon anthropomorphique, etc., mais quand on arrête ça, on se rend compte qu'on ne peut pas les saisir aussi facilement, et les faire entrer comme ça très facilement dans nos histoires. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'ils apportent, c'est le fait qu'on ne peut pas les saisir comme ça, et donc qu'ils obligent à se décentrer, à se modifier, à laisser émerger peut-être, ou laisser arriver d'autres dimensions de soi-même, à s'appuyer davantage sur le non-verbal, sur le corps, que sur le verbal, et à exister dans des registres nouveaux en fait, ou différents, peut-être pas entièrement nouveaux, mais en tout cas différents. Donc on est obligé de fonctionner sur un registre inhabituel. Et si le thérapeute est là et est attentif et peut saisir ça, bah ça peut vraiment être le début d'un travail intéressant. Et la façon dont moi je conçois en fait les rencontres avec les animaux dans un cadre thérapeutique, c'est à partir de la notion d'espace intermédiaire de Winnicott. C'est aussi cette notion-là qui m'a aidé à comprendre l'enchantement. On s'est pas mal appuyé sur cette notion-là quand on a travaillé sur l'enchantement avec Arnaud. Ces espaces intermédiaires, ils sont intéressants parce que c'est quoi cet espace intermédiaire de Winnicott? En fait, c'est un lieu intermédiaire entre ma réalité subjective, c'est-à-dire les projections, mes fantasmes, donc ce que je produis moi, ce qui est le produit de mon psychisme finalement, et la soumission à la réalité objective, où là finalement je suis un peu détruit par cette réalité objective qui vient s'imposer à moi. Et donc l'espace intermédiaire, c'est précisément celui où j'arrive, pour Winnicott c'était l'espace de la créativité, le lieu du rapport créatif avec le monde. C'est le lieu où je peux, moi, étant donné ce que je suis, me mettre en rapport avec quelque chose qui est différent de moi. Parce que c'est un lieu qui tolère, dit Winnicott, la contradiction, qui tolère le paradoxe, et où ça pourra être ce que je vais rencontrer, l'animal que je vais rencontrer sera à la fois moi et non moi, d'une certaine façon. Et où les deux pourront coexister. Et cette notion d'espace intermédiaire, je trouve qu'elle est vraiment utile et extrêmement éclairante pour concevoir en fait la rencontre avec l'animal, parce que c'est la rencontre avec, dans la mesure où c'est la rencontre avec quelque chose qui est différent de moi. D'un côté, à un extrême, on a la projection, l'anthropomorphisme, et on y revient, la projection anthropomorphique. Et puis on peut, où là, l'autre disparaît complètement, je lui projette mes propres structures et je suis incapable de percevoir ces structures à lui. Et puis on a une sorte de continuum comme ça, où progressivement je deviens de plus en plus capable, je laisse la place de plus en plus aux structures propres, je dirais, à l'autre, qui sont différentes des miennes, et je deviens de plus en plus sensible à cet animal, à cette altérité, et à ses structures propres à lui, et donc je passe de l'anthropomorphisme plutôt à une forme d'empathie, mais ça suppose en effet que je me transforme, quoi, là aussi.
Et donc cette notion d'espace intermédiaire, elle est, pour ces raisons-là, mais aussi pour plein d'autres raisons, elle est en fait très utile pour concevoir, je trouve moi, le rapport entre la rencontre avec les animaux, le rapport à l'animal en tant que rencontre, finalement, et où l'autre peut exister, et moi aussi. Est-ce que ce qu'on cherche quand on va dans la nature, c'est pas une possibilité de rencontre thérapeutique? Si, probablement. C'est la possibilité de rencontrer ce qui n'est pas soi, d'être surpris, de faire des rencontres inopinées, des rencontres imprévues, et donc la possibilité d'être transformé, mais aussi de se reconnecter, je crois, à une partie de soi. C'est ce dont parle bien Harold Searle aussi, hein, c'est que dans la rencontre avec le non-humain, on se reconnecte aussi avec la part de non-humain qui est en soi, et donc il y a toujours une angoisse de devenir non-humain qui accompagne aussi ces rencontres. Il y a une menace pour l'identité qui est aussi présente dans les rencontres thérapeutiques. C'est pour ça qu'il faut que le cadre soit très bienveillant et que ça se passe pas dans n'importe quelle situation. Donc il y a toujours cette menace de désagrégation, enfin, cette difficulté à agréger l'expérience, dirait Winnicott. Donc cette mise en danger, finalement, de soi et de son identité qui est provoquée par la rencontre avec l'animal, avec la nature, avec le sauvage, on pourrait dire en effet. Mais elle est évidemment nécessaire, quoi. S'il n'y a pas ce danger, s'il n'y a pas ce risque, s'il n'y a pas cette mise en question de l'identité, mais de l'identité individuelle, hein, en tant que personne, je crois que il n'y a pas d'effet positif possible, il n'y a pas de thérapie entre guillemets possible, il n'y a pas de changement qui soit possible, quoi. C'est important qu'il y ait ce danger, cette difficulté à agréger son expérience, qu'on trouve, enfin, qui est présente dans les expériences d'enchantement au carré ou au cube, mais c'est important qu'il y ait ça. Sinon, vous faites une balade sympa en forêt. Mais il n'y a pas... ça ne va pas vous transformer. S'il n'y a pas cette mise en danger, quoi, de l'identité, cette possibilité de rencontrer l'inattendu, quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, auquel on n'est pas préparé, etc. Donc oui, je crois qu'en effet, quand on va dans la nature, et on voit bien que beaucoup de gens, en fait, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous faites pour vous sentir mieux, qu'est-ce que vous faites pour vous remonter le moral, beaucoup de gens vont dans la nature, vont dans la forêt, ils vont dans leur jardin, beaucoup de gens font ça. On en a besoin, je crois, c'est assez efficace. L'avenir du sauvage. Moi j'ai l'impression que le risque, ça serait de transformer la nature en un grand zoo, quoi, où il y aurait plus de possibilité de rencontrer les animaux, finalement, où on serait dans cette relation purement de mise en spectacle, quoi, de la nature, où la nature est là, et c'est une sorte de sauvage géré, réglementé, organisé, qu'on va voir, mais qu'on ne peut pas toucher, et qui est loin, quoi. Et ça, je crois qu'on perdrait beaucoup si on en arrivait là. Et donc, il faut espérer il faut faire confiance aux animaux pour nous surprendre, quoi, pour être plus sauvages que ce à quoi on s'attend pour faire des choses. Mais est-ce qu'on va les laisser faire, quoi? Enfin, on n'aime pas trop qu'ils soient... On veut bien qu'ils soient juste sauvages, mais sauvages gentiment, quoi. Sauvages comme quand le singe fait le singe. Maintenant, est-ce qu'on veut bien qu'ils soient vraiment sauvages, c'est-à-dire qu'ils nous échappent, qu'ils fassent des choses qui nous dérangent, qu'ils échappent à notre contrôle, que nos programmes de gestion de ceci échouent? Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Parce qu'au fond, ça serait ça, un peu le sauvage. C'est pas certain, quoi. Quelle place on est prêt à laisser
À ça, je ne sais pas. Je suis un peu inquiète, pour tout dire. Je crois qu'il y a du travail à faire, quoi, pour qu'on soit prêt à laisser place à cette partie-là. Mais c'est ce sauvage-là, mais c'est évidemment aussi, on l'a compris, un peu le sauvage qui est en nous, quoi. Et puis on voit bien que beaucoup de gens souffrent, quoi, aujourd'hui. Beaucoup. Et donc, à côté de ça, on voit bien aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris que se relier à la nature et se relier aux animaux était une aide, était à cette souffrance-là, quoi, et leur permettait de redevenir plus humains. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, alors qu'auparavant, l'inhumain était du côté de l'animal, aujourd'hui, l'inhumain, il est du côté de la machine et du robot, quoi, plutôt. Et il me semble que la plupart, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui se rendent compte que pour regagner leur humanité, ils doivent regagner aussi leur animalité. Et donc, d'où le succès de tas de chamanisme en forêt, des approches de thérapie avec les animaux, il y en a de plus en plus. Enfin, on voit bien qu'il y a aussi quelque chose qui se dessine là, quoi. Mais là aussi, dans ce domaine des usages thérapeutiques des animaux, et je parle vraiment d'usage, il y a cette tendance à techniciser, à utiliser l'animal comme pour tel ou tel heure, des poils comme ceci, ça va être bien pour tel symptôme, enfin, à vouloir tout réglementer, régir. Pour moi, c'est pas la peine de travailler avec des animaux si c'est pour supprimer tout ce qu'ils ont d'animal ou de sauvage, quoi. Il faut pouvoir travailler avec eux et donc collaborer et laisser l'inattendu survenir. Laisser place à l'inattendu, ça c'est important. Voilà, maintenant, je sais pas quelle place on est prêt à laisser ça, à ça.